Alors, Daniel Bell, bonjour. Voilà, merci. Pour qui ça c'est où qu'on parle de Cuba? On est tombé à jour dans notre petite. En fait, je connais assez bien Cuba puisque je m'y intéresse depuis que j'ai 18 ans. Et puis, j'ai eu l'occasion, en tant que professionnel, de travailler avec Cuba pendant de nombreuses années dans le cadre d'une coopération sanitaire. J'étais à l'époque directeur de l'hôpital de Lamentin. Et en fait, bon, le virus est venu avec, et même depuis que je suis à la retraite, je continue à y aller régulièrement. Et je m'intéresse beaucoup à l'expérience de ce pays. Très bien. On a, sous la suggestion de Martine, on a une question à te poser avant de commencer. Quel a été ton dernier moment vécu de pur bonheur ou autre question liée à la nature, d'entraide ou au rire? Ces derniers, le dernier qui est lié à ça, hein? Mais le dernier moment de bonheur, c'était la semaine dernière, là, parce que j'ai dû malheureusement quitter la Martinique pendant quelques jours, parce que j'ai perdu un ami à Toulouse que j'avais connu à la fac et qui a écrit avec moi en Sciences Po un traité sur l'histoire politique de la Martinique. Et donc, je suis allé l'accompagner à sa dernière demeure et j'étais chez un ami qui est un vrai sportif. Et on partait, même s'il faisait un peu froid le matin, dans la nature, on a fait des 7 km, 8 km en marche forcée, et c'est un vrai bonheur. Ah ben, merci à toi, merci de ton témoignage. Allez. Bien. Je vais essayer d'être assez bref, sachant que on dérive complètement par rapport à l'intervention de la météo, qui était très technique. En gros, en 1959, Fidel Castro et son groupe, après une épopée qui s'est passée dans la Sierra Maestra, à l'est du pays, du côté de Santiago, prend le pouvoir dans un pays où la dominante agricole, c'est la canne à sucre. C'est-à-dire, c'est le schéma classique de système colonial, où un pays sous domination, on lui attribue en quelque sorte une mission, et il s'y plie, et à part de ça, il ne fait pas grand-chose. Donc Cuba est dominé par les canoës partout, et des usines sucrières. Tout cela appartient en très grande partie, les plus bonnes terres et les usines au capital nord-américain. Et au moment où effectivement Fidel Castro prend le pouvoir, il propose aux Américains comme à bien d'autres, selon les règles du droit international, puisqu'il décide de nationaliser ces terres et de nationaliser cette industrie sucrière, il leur propose un régime d'indemnisation. Régime d'indemnisation qui est accepté par de nombreux pays, dont la France, dont l'Espagne, dont l'Allemagne, dont l'Italie, dont la Grande-Bretagne. Donc ça se passe très bien, parce qu'un pays a le droit de récupérer sa richesse nationale moyennant des règles d'indemnisation. Par contre, les États-Unis refusent, et de là naît un fameux contentieux qui n'a cessé de s'approfondir depuis plus de 60 ans, il a débouché sur le blocus dont vous avez largement entendu parler. Quoi qu'il en soit, la structuration du monde et la géopolitique de l'époque est telle que cette césure entre le nouveau régime qui a pris le pouvoir à Cuba et les États-Unis se traduit par un rapprochement de Cuba de l'Union soviétique et du camp socialiste. Alors, c'était à l'époque quelque part la seule issue qui a été envisagée pour pouvoir résister au blocus qui était imposé à Cuba. Et à cette époque-là, il y a une espèce de truc qui est matché entre le camp socialiste et Cuba, et c'est là où peut-être est le problème, c'est-à-dire vous continuez à produire, à cultiver de la canne à sucre et à produire du sucre, et on vous envoie tout le reste. Donc c'est un peu le principe du Comecon, le marché commun des pays de l'Est, des pays socialistes, c'était que chacun, en fonction de
son savoir-faire, ses richesses naturelles, etc., produisait pour toute la communauté des pays adhérents au Comecon, et par contre recevait en retour tout ce dont ils avaient besoin. Alors bon, pour Cuba, c'est presque une période un peu faste, parce qu'il ne manquait de rien, et que bon, ils ont continué à approfondir la culture de la canne et la production de sucre, avec ce fameux objectif qui avait été déclaré par Fidel Castro d'une récolte avec 10 millions de tonnes de sucre, donc qui n'a jamais été complètement atteint, mais en fait le défi était élevé, et en fait Cuba de fait était le premier producteur mondial de sucre à l'époque. Bien. Cependant, dans ce type de configuration qui répond à des contraintes que je viens d'exposer, notamment sur ce blocus, eh bien, malheureusement, en fonction des évolutions historiques, on est rattrapé par la patrouille en quelque sorte. Et c'est ce qui s'est passé en 1991, lorsque l'Union soviétique a été dissoute, le camp socialiste a explosé, et tout le monde s'est regardé en chien de faïence, mais enfin, ces échanges spontanés qui marquaient les relations entre tous ces pays, ça a appartenu au passé, et ce n'était plus quelque chose de viable. Alors là a commencé à Cuba ce qu'on appelle la période spéciale, c'est-à-dire économie de guerre en temps de paix. Comme on pourrait prendre l'expression créole, c'est Cuba mangeait roche, tellement il n'était pas préparé à ça, puisque bon, effectivement, il n'avait pas développé comme il se fallait leur agriculture avec une orientation endogène, bon, d'alimenter leur population. Ça a été très très dur. Alors dans cette période, Fidel Castro, que le peuple cubain respecte jusqu'à présent, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se plaignent du gouvernement, qui trouvent qu'on a trop de problèmes, etc. Mais ils vous disent qu'à l'époque de Fidel, quand on avait un côté dans le problème, Fidel partait, il voyageait, il revenait avec 10 ou 100 conteneurs de solutions. C'est comme ça que les gens parlent. Mais effectivement, Fidel Castro, à ce moment-là, a promu une politique qui est absolument extraordinaire. Vous avez vu l'écolieu qu'on a visité aujourd'hui. En fait, il a décidé, il a organisé la création d'écolieux dans tout Cuba. C'est-à-dire, en gros, ça s'appelle l'agriculture périurbaine de masse. En gros, le constat économique et démographique, il est simple. La population est rassemblée dans les grandes villes, hein, La Havane, Matanzas, Cienfuegos, Santiago, Holguín, etc., etc. La grande partie de la population est rassemblée dans les grandes villes. Eh bien, il s'agit de réquisitionner toutes les terres disponibles dans les villes et autour des villes pour faire de ces espaces des espaces agricoles avec mobilisation de brigades de personnes qui interviennent pour pouvoir mettre en valeur ces terrains. Et non seulement cela pousse à un développement de la production sur les besoins qui sont un peu la base de l'alimentation de la population cubaine, mais en plus, on économise quelque part les allées-venues de camions venant des campagnes, etc. Donc, c'est vraiment tout bénéfice. Donc, agriculture périurbaine de masse. Quelque chose de très structuré, avec des bocs de bouture, de semis, etc. Enfin, tous les éléments qui permettent à ces unités de recevoir, comment dirais-je, de quoi planter, et également par la force des choses, je dirais, parce qu'à cette époque-là, Cuba n'avait absolument pas les moyens d'acheter ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire toute la chimie qui va avec l'agriculture productiviste. Eh bien, de fait, ces écolieux qu'il y a autour des villes se sont transformés en des lieux effectivement écologiques, une agriculture organique et extrêmement saine. Donc ça,
on va dire que c'est un acquis de la révolution cubaine. C'est un acquis de la révolution cubaine parce que, y compris aujourd'hui, au moment où nous parlons, avec les très grandes difficultés que rencontre cette population pour s'approvisionner, on va dire qu'il y a cette base qui existe et qui fait que les marchés sont toujours approvisionnés. Moi, par exemple, que je suis à La Havane, à peut-être 100 mètres de là où je suis, en plein centre de La Havane, il y a un marché. Mais presque tous les matins, il y a des gens qui viennent livrer tout ce que les Cubains mangent énormément, donc tomates, concombres, salades, les produits malanga, etc. Enfin bref, les racines, des trucs, on trouve ça en bonne abondance, ce qui est quand même un aspect positif. Malheureusement, ces produits de base ont effectivement été développés, ce qui constitue une avancée déjà considérable, mais par contre, il y a beaucoup de choses où, au niveau de l'élevage, au niveau, que ce soit les bœufs, la volaille, ou au niveau, comment dirais-je, du porc, qui est un élément fondamental dans l'alimentation à Cuba, on n'a pas pu ni élever les bœufs à la ville, ni les cochons, et ça reste quelque chose d'éloigné, de peu structuré, et avec un manque de moyens évident pour l'alimentation animale, etc. Et en fait, le modèle qui a été choisi à ce moment-là, c'est, on va dire, de privilégier le développement du tourisme pour pouvoir rentrer des devises et utiliser ces devises pour s'approvisionner à l'extérieur et acheter, donc importer massivement de la viande de poulet, des œufs, etc., etc. Donc, je dois dire que, quelque part, malgré cette avancée majeure dont je parle, il y a eu des carences qui sont demeurées. Alors, pendant la période spéciale qui a duré entre 1991 et 1998, le peuple cubain a beaucoup souffert. Parce qu'il manquait une grosse pour faire la douzaine, comme on dit. Mais il a survécu avec beaucoup de résilience. En 1998, arrive au pouvoir Hugo Chavez, qui est un grand admirateur de Fidel Castro, de l'expérience cubaine, et qui il se met en contact immédiatement. Il signe des accords que j'ai lus, puisque j'ai fait un travail sur Cuba, et ces accords sont complètement calqués sur les interpénétrations qui existaient à l'époque entre Cuba et le camp socialiste. Alors comme là, l'industrie sucrière s'est effondrée entre-temps, puisque les Cubains n'avaient pas les moyens de maintenir un tel niveau de production de sucre, eh bien ce que les Cubains apportent au Venezuela, c'est leur médecine. Parce qu'au niveau médical, il y a plus de 100 000 médecins à Cuba, pour une population aujourd'hui à peu près un peu moins de 10 millions d'habitants. C'est énorme et en fait, la vision globale personnelle de Fidel Castro depuis le début de la révolution cubaine, c'était de former des bataillons de médecins, non pas seulement pour une médecine de proximité et de soins de santé primaire au profit de la population cubaine, mais pour l'ensemble du Sud global qui en avait besoin, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine, les pays de la Caraïbe, les pays d'Afrique, etc. Donc, c'est ce qu'ils avaient apporté, et effectivement, ils ont mis en place des programmes extrêmement ambitieux, que ce soit au Venezuela, à travers le programme qu'on appelait Barrio Adentro, c'est-à-dire au cœur des quartiers, ou dans tous les quartiers populaires du Venezuela, ou dans les campagnes, des brigades médicales cubaines ont été installées et ont apporté des soins à profusion, chose qui n'existait pas à cause de la misère, à cause de l'insécurité, etc. Il en a été de même avec le Brésil, où il y a plus de 15 000 médecins cubains qui ont été dans le nord-est, les zones les plus pauvres,
et dans les favelas où la médecine privée ne mettait jamais le nez tellement c'était insécure, eh bien là aussi, des gens ont vu apparaître des médecins pour la première fois de leur vie, c'est des gens qui n'avaient jamais reçu vraiment une prise en charge médicale convenable. Donc, à côté de cela, Cuba a développé son industrie touristique, il a construit des centaines d'hôtels, etc. Donc c'est un modèle qui s'est développé, qui a effectivement rapporté de l'argent frais, des devises fortes. Mais, encore une fois, l'histoire fait que Cuba est rattrapé par la patrouille, parce qu'effectivement, le blocus américain n'a jamais cessé de se renforcer. Il n'a jamais cessé de se renforcer. Et actuellement, Cuba est victime d'un blocus, mais terrible, qui consiste d'une espèce d'asphyxie asphyxie pétrolière, c'est-à-dire depuis le 9 janvier 2026, pas une goutte de pétrole n'est rentrée à Cuba selon un ordre exécutif qui a été pris par le président Trump, qui a déclaré que Cuba était un danger extraordinaire pour la sécurité des États-Unis. Donc, vous savez, la propension de ce monsieur à inventer une réalité pour servir un projet politique, c'est exactement ça. Du jour au lendemain, Cuba est devenu un danger extraordinaire pour la sécurité des États-Unis. Donc, pas une goutte de pétrole pour Cuba. Voilà, donc aujourd'hui, la situation est très difficile, ce qui permet à Cuba de survivre. On va dire que c'est l'aide internationale. Donc il y a beaucoup de pays qui envoient, qui font des apports à la fois en médicaments et en nourriture, notamment la Chine, qui a envoyé 60 000 tonnes de riz, le Mexique, le Brésil, qui a envoyé 20 000 tonnes de nourriture. Il y a des flottilles internationales qui se risquent à braver les océans pour apporter de l'aide, etc. Bon, cette solidarité marque bien le prestige de Cuba dans le monde. Parce qu'effectivement, comme disait Fidel Castro, ils n'ont jamais lancé de bombe nulle part sur quiconque. Ils ont simplement envoyé des médecins qui apportaient, avec leur cœur et leur savoir-faire, des soins de santé aux êtres humains. Bien, donc la réflexion, me semble-t-il, en tout cas, que l'on peut tirer de cette expérience, globalement, j'ai essayé de faire un survol, puisque tout le monde a des choses à dire. Donc, c'est qu'en définitive, Cuba a raté un coche qui a été le coche du développement d'une agriculture endogène, centrée principalement sur l'alimentation, les besoins alimentaires de cette population. Et lorsqu'on fait cette erreur, à un moment donné, on a toujours à se mordre les doigts. D'accord ? Et je vais faire un parallèle un petit peu osé, mais parfois, quand j'analyse la situation de ce pays et les contraintes qui lui sont propres, quelque part, ça me fait penser à la Martinique. Parce qu'en Martinique, nous sommes dans une société d'abondance où tout le monde n'a pas de souci à se faire, sauf quand le cyclone arrive, où tout le monde va vider les supermarchés parce qu'on se dit que peut-être que le bateau ne va pas entrer. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, on se rend compte que les routes maritimes sont des cibles, etc., qu'il y a ça fourmille de partout, il y a un danger montant qui est absolument évident. On peut se dire qu'à un moment donné, cette espèce de tranquillité que nous avons tous pour manger à notre faim tous les jours peut être compromise parce qu'effectivement, nous aussi, nous sommes très dépendants de tout ce qui vient de l'extérieur et parfois de très loin pour nous alimenter. Donc ça, point d'attention pour nous, les Martiniquais. Je pense que l'expérience qui est faite ici, mais pas seulement ici, mais il va y avoir beaucoup de nouvelles générations qui se lèvent pour pouvoir créer des choses qui sortent de notre terre et qui permettent de satisfaire nos besoins alimentaires.
Mais ça, c'est une piste à suivre avec beaucoup de persévérance. Monsieur Daniel Riam. Alors, vous applaudissez, c'est pour lui. Une question, mais pas pour vous. Je me la suis octroyée. Je voudrais en fait que tu nous expliques quelque chose. En 2024, Cuba, j'ai regardé, il était sous la route de 2 cyclones, deux des tremblements de terre, des zones tropicales sévères en moins d'1 mois, en un temps court. Et pourtant, on n'a pas entendu des hordes de personnes décédées, on n'a pas entendu que tout s'est arrêté. Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça a réagi? Comment est-ce que ça s'est fait à l'intérieur? Et comment ça peut nous inspirer? Oui, alors c'est une très bonne question et je suis très à l'aise pour te répondre parce que ce sont des choses que j'ai vécues personnellement. C'est-à-dire que quand je vais à Cuba, quelle que soit la situation, j'y vais et je suis déjà allé plusieurs fois après des phénomènes météorologiques très graves, notamment le cyclone Matthew qui a dévasté la ville de Baracoa que je connais bien, où je vais régulièrement, et le cyclone Dean qui a dévasté la ville de Santiago. Eh bien, c'est simple. À Cuba, il y a 2 choses. Premièrement, il y a une organisation qui est proche des populations. Ça s'appelle la défense civile. La défense civile à Cuba, elle est implantée dans tout le pays et dans tout quartier de ville ou de campagne, ils connaissent tous les gens, toutes les personnes. Ils savent les gens qui sont handicapés, ils savent les gens dont les maisons sont fragiles, dont le toit ne tient que parce qu'il y a des pierres qui sont posées dessus. Ils savent dans cette zone particulière, compte tenu de toutes ces personnes qui doivent quelque part être mises en sécurité, ils savent où sont les points de rassemblement où les gens seront en sécurité. Et donc la défense civile organise avec cette population qui est quand même bien disciplinée et qui est habituée à cela, un rassemblement de tout le monde, passe dans toutes les maisons, porte avec les gens vont se mettre à l'abri. Melissa, qui est un des pires cyclones qui a frappé les Caraïbes, il avait un petit peu faibli en sortant de la Jamaïque à l'arrivée sur Cuba, mais néanmoins c'était un véritable bombardement de vent. Il n'y a pas eu un mort à Cuba. Pas un mort à Cuba, pas un mort. Alors que Katrina est passée sur la Nouvelle-Orléans, etc., il y a eu des centaines de morts. À l'époque, Cuba a proposé aux États-Unis une aide humaine et organisationnelle. Ils ont refusé, politiquement, bien sûr. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Donc le cyclone arrive, le pays est structuré, organisé et avec une connaissance du terrain qui permet de mettre la population à l'abri. Deuxièmement, après le cyclone, c'est simple, le cyclone, vous savez, Cuba a une extension de plus de 1200 km, d'ouest en est. Bon, donc, en général, quand un cyclone passe, fort heureusement, il ne passe pas en suivant les 1000 km. Il traverse l'île sur un point donné. Donc, il y a des destructions qui sont importantes, soit dans la zone de Pinar del Rio, à l'ouest, soit dans la zone de Oriente, Santiago, etc. Bref, quel que soit l'endroit où c'est passé, eh bien, là aussi, c'est la solidarité qui joue. C'est-à-dire que chaque province a des réserves de sécurité. C'est-à-dire tôle, clous, bois, etc. etc. D'accord? Mais moi, j'ai vécu ça de mes yeux, j'en ai des frissons quand j'en parle. Par exemple, Baracoa, petite ville, première capitale de Cuba, dans l'est extrême, un endroit merveilleux, je vous conseille, à découvrir la montagne, les rivières, la mer, c'est un endroit merveilleux. Baracoa a été détruite par le cyclone Matthew. Eh bien, je suis arrivé là peut-être 15 jours après. Bon, déjà, Raoul Castro était passé, il était venu en hélicoptère, toute la population l'a entouré, il a enquêté sur les besoins, etc. Il a pris un certain nombre de dispositions assez fermes, je peux vous dire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je les connais, assez fermes, parce que bon, comme partout, il y a des problèmes, il y a des gens qui essaient de ne pas respecter les orientations. Et un mois après,
eh bien, toutes les provinces de Cuba ont prélevé sur une bonne partie de leur stock de sécurité en matériaux de construction et ont expédié ça sur Baracoa. C'est pas tout. Des brigades de travailleurs, d'électriciens, menuisiers, maçons, sont arrivés en masse. Ils étaient logés chez l'habitant, tout était organisé. Et je voyais ces gens avec leur matériel, etc. Et 3-4 mois après, les gens de Baracoa me disaient avec fierté que la ville est plus belle qu'avant le cyclone. Parce que tout était rénové. C'est extraordinaire. Et ce qui s'est passé à Baracoa, c'est passé à Santiago, c'est pareil. Et ailleurs. Donc, quelque part, c'est un système qui est organisé pour résister aux éléments naturels lorsqu'ils frappent le lion. Voilà. Belger, merci en l'eau, Daniel, merci en Charlie. Tiens, remets-lui à lui, c'est Daniel Riam qui vient de nous parler de vivre sous contrainte à Cuba. Et tu l'as dit, mon interrogation là, c'était de savoir est-ce que justement tu retrouvais une similitude dans nos comportements et dans notre système à l'heure actuelle en Martinique. Tu réponds oui. Donc il faut aller puiser, à mon avis, dans s'inspirer de ces valeurs-là, s'inspirer de ces façons de faire. Et c'est le message qu'on tente de vous faire passer au travers de la Déclic Martinique, c'est prendre conscience et ensuite mettre en place des actions nous permettent d'agir, parce que il n'y a pas de fatalité. C'est ça, hein. Tension mondiale, pétrole, gaz et minerais, écologie décoloniale, au changement climatique, biodiversité, polycrise, comprendre la systémique. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Rich Fleural. À chaque fois je me trompe, à chaque fois. J'ai droit à 3 erreurs, celle-là c'est la première. Fleural.